Salut mes chers auditeurs, avant de plonger dans ce récit qui va glacer votre sang, j'ai besoin d'une chose. Laissez-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment même. C'est incroyable de voir comment ces histoires atteignent les coins les plus reculés de France, et je veux savoir jusqu'où s'étend notre communauté. Est-ce que quelqu'un nous écoute en pleine nuit? Quelqu'un seul chez soi? Racontez-nous. Préparez-vous à découvrir l'un des témoignages les plus troublants jamais documentés dans l'histoire des montagnes françaises. Ce n'est pas une simple histoire de mystère, c'est une plongée profonde dans les archives oubliées d'une affaire que les autorités ont préféré enterrer à jamais. Ce que vous êtes sur le point d'entendre, c'est réellement passé, c'est documenté. Et cela aurait peut-être dû rester secret pour toujours. Nous étions en 1894 et la France de la Troisième République tentait encore de moderniser ses régions les plus reculées. Dans les montagnes isolées entre la Savoie et l'Isère existait une zone connue sous le nom de Massif des Brumes, un territoire où l'autorité de l'État peinait à s'exercer. Ces terres sauvages, couvertes de forêts denses et de pics rocheux, abritaient des communautés qui vivaient selon leurs propres règles, des codes ancestraux que jamais aucun préfet n'avait osé remettre en question. L'hiver dans le massif des Brumes était particulièrement redoutable. Quand les températures chutaient et que la neige recouvrait les sommets, les anciens disaient qu'on pouvait entendre la montagne gémir dans son sommeil. Les habitants des petits hameaux blottis dans les vallées avaient développé une tradition étrange. Dès que la nuit tombait et que le brouillard montait des gorges profondes, ils verrouillaient leurs portes et gardaient leurs enfants à l'intérieur. Non pas par peur du froid glacial qui descendait des hauteurs, mais à cause de quelque chose de plus profond et instinctif. Une terreur ancestrale que beaucoup ne pouvaient nommer, mais que tous ressentaient quand ils regardaient vers les pentes sombres et brumeuses. Selon les archives municipales de Chambertin, petit village savoyard niché au pied du massif, la famille Valtorne arriva dans la région aux alentours de 1879. 3 frères, Édouard, Marcel et Théophile, s'établirent sur un domaine d'environ 150 hectares sur le versant nord de la montagne, où ils construisirent une propriété que les habitants locaux appelaient simplement la ferme des hauteurs. La terre n'était pas des plus fertiles, mais les frères parvinrent à prospérer avec un élevage modeste de moutons et la culture de quelques céréales résistantes au climat montagnard. Ce qui rendait l'arrivée des Valtorne digne d'attention, c'était le fait que personne ne savait exactement d'où ils venaient. Les registres paroissiaux, méticuleusement tenus par l'abbé Germain Moreau, mentionnaient seulement que les 3 hommes étaient arrivés par un matin de juin brumeux, conduisant une carriole, bâchée tirée par 2 chevaux émaciés. Il n'y avait aucune référence à une famille antérieure, des épouses ou des enfants. C'étaient 3 hommes célibataires, d'âge apparemment proche, qui parlaient français avec un accent que les locaux ne parvenaient pas à identifier, quelque chose entre l'alsacien et l'italien, avec des intonations étranges qui donnaient la chair de poule. L'instituteur du village, M. Honoré Beaumont, documenta dans ses notes personnelles, retrouvées plus tard dans une malle au grenier de l'école, que les Valtorne se tenaient à l'écart des bourgs, ne descendant au village que peut-être 3 fois par an pour acheter des provisions et des outils. Le même document mentionnait que les frères étaient regardés avec méfiance par les habitants locaux. Des hommes de peu de mots au regard pénétrant, décrivait Beaumont. Ils s'habillaient toujours du même type de vêtements sombres, même lors des journées les plus chaudes, et évitaient les fêtes et les célébrations. Dans un autre passage, Beaumont observait quelque chose que d'autres chroniqueurs de l'époque semblaient avoir ignoré. Il y a une qualité troublante dans la ressemblance entre les 3.
non seulement dans les traits du visage qui pourraient s'expliquer par la parenté proche, mais dans la manière dont il bouge, comme si chaque geste était répété et coordonné. Je les ai observés une fois au marché de Chambertin et j'ai remarqué que, même séparés de plusieurs mètres, ils tournèrent la tête exactement au même moment pour observer le même objet. Quand on les questionnait individuellement, ils donnaient des réponses identiques avec les mêmes mots et les mêmes inflexions. Les registres ecclésiastiques de la petite chapelle Sainte-Marguerite, à Valmont-le-Haut, indiquent qu'aucun des frères ne se maria officiellement, bien que des rumeurs persistantes suggéraient que des femmes étaient occasionnellement vues sur la propriété. Le père Antoine, qui servit dans la paroisse entre 1886 et 1892, nota dans son livre de mémoire que les Valtornes ne fréquentent pas les offices religieux, ni ne permettent l'entrée de représentants de l'Église sur leurs terres. Une annotation en marge, écrite d'une main tremblante, ajoutait « On dit qu'ils pratiquent des rites étranges » lors des nuits de pleine lune. Les chiens de la région hurlent sans arrêt à ces occasions. Une histoire particulièrement troublante, enregistrée par la sage-femme Marguerite Dubois dans ses mémoires personnelles, relate qu'en 1887, elle fut appelée à la ferme des Valtornes pour un accouchement. J'ai trouvé une jeune fille d'à peine 20 ans, extrêmement pâle et faible, allongée dans une chambre au fond de la maison. Les 3 frères se tenaient dans le couloir, observant par la porte entrebâillée, avec une attention qui me donna des frissons. La jeune fille, qui ne parlait pas français, ne faisait que gémir et pleurer. Quand l'enfant naquit, une petite fille en bonne santé, Édouard entra dans la chambre, prit le bébé de mes mains et l'emporta dans une autre pièce. J'entendis un bruit étrange, comme de l'eau qui coule, puis le silence. Quand j'exigeais de voir le nouveau-né, on m'escorta hors de la propriété. Je n'ai jamais revu la jeune mère ni l'enfant. Et quand je questionnais au village à leur sujet, personne ne savait de qui je parlais. Ce fut en mai 1898 que commencèrent les premiers témoignages inquiétants. Selon le Courrier des Alpes, publié bimensuellement dans le bourg de Valmont-le-Haut, des braconniers commencèrent à disparaître dans les forêts proches de la propriété des Valtornes. La première victime fut Claude Mercier, un braconnier expérimenté qui connaissait bien la région. Claude était parti chasser un jeudi et devait revenir le lendemain. Quand il ne revint pas, après 4 jours, un groupe de recherche fut organisé. Claude n'était pas n'importe qui dans la communauté, descendant des anciens bûcherons qui avaient défriché ces montagnes. Il connaissait chaque sentier, chaque ruisseau et chaque rocher du massif des Brumes. S'il y a quelqu'un qui ne se perdrait jamais dans ces montagnes, c'est bien Claude, commenta sa femme Dame Berthe quand le groupe de recherche se forma devant l'église du village. Berthe ajouta cependant un détail que beaucoup trouvèrent étrange. La nuit avant son départ, Claude s'était réveillé en criant, disant qu'il avait rêvé de 3 hommes identiques qui l'invitaient à dîner. Il avait refusé l'invitation dans le rêve, mais les hommes avaient insisté, disant que de toute façon, il serait le dîner. Le groupe ne trouva que le fusil de Claude, soigneusement appuyé contre un arbre à la frontière de la propriété des Valtornes. L'arme était chargée, sans trace de tir récent. Un côté, un chapeau qui n'appartenait pas à Claude, et un mouchoir avec les initiales MV, brodé, probablement en référence à Marcel Valtorne. L'article du journal citait le témoignage du chef des recherches, Émile Bergeron. C'est comme s'il avait laissé son arme là, volontairement, et continué le chemin des armées. Cela n'a aucun sens pour quelqu'un qui connaît Claude. Il n'abandonnerait jamais son fusil. Ce que le journal ne mentionnait pas, mais qui figurait dans les journaux personnels d'Émile, retrouvés des décennies plus tard par son petit-fils, était la description de l'état de l'arbre où le fusil était appuyé. L'écorce présentait des marques profondes, comme si quelqu'un avait planté à répétition un objet pointu dans le tronc.
Les marques formaient un motif circulaire avec des symboles qu'aucun d'entre nous ne reconnut. Le plus troublant était le liquide qui coulait de ces marques, épais et sombre, avec une odeur ferrugineuse qui attirait les mouches par nuées. Moins d'un mois plus tard, 2 autres braconniers disparurent dans la même région, les cousins Henri et Louis Favre. Les Favre étaient connus dans la région comme des hommes robustes et colériques, souvent impliqués dans des disputes et des bagarres lors des foires et fêtes locales. Selon les témoignages de l'époque, ils avaient déclaré publiquement leur intention de rendre visite aux étrangers de la montagne et de découvrir ce qui était arrivé à Claude. Armés de fusils et de haches, ils partirent à l'aube d'un dimanche, promettant de revenir avant le coucher du soleil. 4 jours plus tard, sans nouvelles, famille et amis organisèrent des recherches. Cette fois, rien ne fut trouvé, excepté des marques étranges dans le sol, près de la limite de la propriété des Valtorne. Le brigadier suppléant de Chambertin, lieutenant Paul Rousseau, les décrivit comme des sillons profonds, comme si quelque chose de lourd avait été traîné vers le haut de la colline. Avec les marques, seulement un morceau de tissu ensanglanté que la femme d'Henri identifia comme faisant partie de la chemise qu'il portait le jour de la disparition. Mes chers auditeurs, avant de continuer cette histoire glaçante, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Si ce récit vous captive autant qu'il me fascine, montrez-le-moi d'une façon unique. Dites-moi quel détail de cette histoire vous a le plus marqué jusqu'à présent. Est-ce le comportement synchronisé des frères, les disparitions mystérieuses, ou peut-être ces marques étranges sur l'arbre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'adore découvrir ce qui vous intrigue le plus dans ces mystères. Et si vous voulez connaître la suite de cette affaire terrifiante, pensez à vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, ce que vous venez d'entendre n'est que le début. Un détail macabre, enregistré seulement dans le rapport confidentiel envoyé au chef de police de Grenoble, mentionnait que le motif des marques de traînée suggérait que les corps avaient été déplacés simultanément, côte à côte, avec une précision commune. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de résistance, ce qui était incohérent avec le tempérament connu des frères Favre. Le rapport officiel du commissariat, archivé le 22 mai 1898, mentionnait que le lieutenant Rousseau avait tenté de visiter la ferme des Valtorne pour les questionner sur les disparitions. Il ne fut reçu que par Marcel, le frère du milieu, qui nia avoir la moindre connaissance des braconniers disparus. Le document décrit la visite de manière succincte. La résidence principale semble dans un état d'abandon apparent, à l'exception de la cuisine, qui présente des signes d'utilisation constante. Une odeur particulière imprègne l'atmosphère, décrite par le lieutenant comme similaire à de la viande fumée. Monsieur Valtorne expliqua qu'il préparait des aliments pour l'hiver qui approchait. Le rapport poursuit avec une observation qui fut ensuite rayée au crayon. La demande d'inspecter les autres pièces et dépendances de la ferme fut refusée. Monsieur Valtorne allégua que ses frères étaient malades et avaient besoin de repos. Quand on lui demanda la nature de la maladie, il se contenta de dire que le mal de la montagne les affligeait périodiquement. Le lieutenant Rousseau, dans une correspondance personnelle découverte parmi ses effets après sa mort en 1904, révéla des détails supplémentaires sur la visite. Le comportement de Marcel Valtorne était déconcertant. Durant notre conversation, il s'arrêtait parfois au milieu d'une phrase, inclinait légèrement la tête comme s'il écoutait quelque chose, puis reprenait exactement où il s'était arrêté, mais avec une intonation subtilement différente. Ses yeux clignaient rarement, et quand il le faisait, c'était avec un mouvement lent et délibéré, comme s'il devait se rappeler d'exécuter cette fonction naturelle. La lettre continue. Plus troublante encore fut le moment où je demandais à utiliser les commodités.
Pendant qu'il me guidait dans un couloir sombre, nous passâmes devant une porte entrebâillée qui donnait sur ce qui semblait être une cave. Je n'entrevis qu'un instant, mais ce fut suffisant pour noter 3 chaises disposées en cercle, chacune avec des sangles de cuir sur les bras et les jambes, et une table centrale couverte d'un drap sombre avec des objets que je ne pouvais identifier. Quand il remarqua mon regard, Marcel ferma rapidement la porte et commenta avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, traitement pour le mal de la montagne. En juillet 1898, les disparitions cessèrent temporairement. Selon les témoignages des résidents, les frères Valtorne furent vus plus fréquemment au village, achetant des quantités inhabituelles de sel, d'herbes et de tonneaux vides. Le maréchal ferrant local, Auguste Lemaire, nota dans son livre de comptes qu'il avait forgé 8 crochets métalliques grands et 3 chaînes renforcées à la demande d'Édouard Valtorne, l'aîné des frères. Auguste nota son impression. Il évita d'expliquer la finalité de ces objets, mais ses mains étaient tachées de rouge foncé, comme s'il avait travaillé avec quelque sorte de teinture ou autre matière. À cette même période, la sage-femme Marguerite Dubois, la même qui des années auparavant avait été appelée à la ferme des Valtorne, rapporta une rencontre étrange avec Théophile, le plus jeune des frères. Il vint chez moi à la tombée de la nuit, demandant si je pouvais aider à nouveau pour un accouchement difficile. Quand je demandai qui était la mère, il sourit étrangement et dit que ce n'était pas exactement une naissance traditionnelle, mais un transfert. Il dit qu'il me paierait bien avec de l'or ancien qu'ils rapportaient de leur terre natale. Quand je demandais où était cette terre, il pointa simplement vers le ciel nocturne et dit « Plus loin que vous n'imaginez, plus près que vous ne craignez ». Je refusai le travail et fermai ma porte, mais durant toute cette nuit, j'eus la sensation que quelqu'un ou quelque chose observait ma maison depuis les ombres. Les habitants les plus âgés de la région rapportèrent que les hivers dans le massif des Brumes avaient toujours été rigoureux, mais celui de 1898 se distingua par son intensité. La neige, phénomène rare mais non inédit dans les parties les plus hautes du massif, couvrit même certaines zones plus basses. L'isolement de la ferme des Valtorne devint pratiquement total durant près de 3 mois. Ce fut pendant cette période que certains braconniers rapportèrent avoir entendu des sons étranges venant de la direction de la propriété. Dans son témoignage pour l'enquête qui serait ouverte plus tard, Victor Clément, chasseur de sangliers qui s'aventurait dans les zones les plus reculées du massif, décrivit « Ce n'étaient pas des cris d'animaux. J'en suis certain. Cela ressemblait à des voix humaines, mais déformées, comme si quelqu'un essayait de parler avec la gorge pleine d'eau. Elles venaient par intervalles réguliers, toujours 3 fois, puis un silence qui durait presque 1 heure avant de recommencer. » Dans une entrée rarement citée de son journal, Victor ajouta « La 3e nuit de campement dans les environs, je remarquai un motif. Les sons commençaient toujours à minuit pile et finissaient à 3 heures du matin. Quand la lune était visible, je pouvais voir de la fumée monter de la cheminée principale de la maison. Même par la chaleur intense de février, une fumée épaisse, noire, avec une odeur douceâtre et nauséabonde, qui me rappelait la viande brûlée, mais différente de tout animal que j'ai jamais senti. Avec l'arrivée du printemps et la fonte des neiges, une nouvelle disparition eut lieu. L'arpenteur François Bourgeois, envoyé par le gouvernement départemental pour évaluer la faisabilité d'une route qui relierait Chambertin à Valmont-le-Haut, disparut après avoir campé près de la propriété des Valtorne. Son équipe, composée de 2 assistants qui étaient restés dans un campement de base plus éloigné, rapporta que François avait décidé de faire une reconnaissance préliminaire seul, promettant de revenir en 3 jours. François était connu pour sa méthodologie scientifique rigoureuse et son scepticisme quant aux superstitions locales. Avant de partir pour son expédition solitaire, il s'était moqué des avertissements des guides locaux concernant l'évitement des terres des Valtorne après le coucher du soleil.
Les légendes sont des outils primitifs pour expliquer ce que la science n'a pas encore éclairci, avait-il dit, selon le rapport de ses assistants. Il emporta avec lui des instruments de mesure, des carnets de notes et un appareil photographique moderne, équipement rare et précieux pour l'époque. Quand il ne revint pas, les assistants organisèrent une recherche et trouvèrent le campement de François intact, avec tous ses biens, incluant carnet de notes et instruments de mesure. La seule chose troublante était un dessin fait à la hâte sur la dernière page du journal de terrain. Le dessin montrait ce qui semblait être une structure similaire à un hangar ou une grange, avec des figures humaines suspendues tête en bas. Sous l'esquisse, une seule phrase écrite d'une main tremblante, « Ils ne sont pas frères ». Cette disparition généra une enquête plus rigoureuse. Le commissaire principal lui-même, Major Alphonse Bertrand, prit l'affaire en main et organisa une expédition à la ferme des Valtornes. Accompagné de 5 gendarmes et 2 guides locaux, il arriva à la propriété le 15 octobre 1898. Le rapport officiel, préservé dans les archives de l'ancien commissariat, décrit ce qu'ils trouvèrent. La maison principale est vide. Mobilier et objets personnels restent en place, suggérant que les occupants comptaient revenir. Dans la cuisine, nous trouvâmes les restes d'un repas récent et un feu encore tiède dans le poêle à bois. Dans les chambres, 3 lits avec des draps propres et arrangés, comme s'ils n'avaient jamais été utilisés. Dans la cave, nous découvrîmes plusieurs tonneaux contenant de la viande salée et fumée en grande quantité, suffisante pour plusieurs mois. Ce que le rapport officiel omit, mais qui fut consigné dans le journal personnel du major Bertrand, était la nature de cette viande. Les morceaux plus grands possèdent une conformation qui soulève de sérieux soupçons quant à leur origine. Bien que j'ai instruit mes hommes de ne pas commenter cela, il est impossible d'ignorer la ressemblance avec l'anatomie humaine. Particulièrement troublants sont les morceaux plus petits, soigneusement séparés et conservés dans des récipients, avec une solution qui sent l'alcool et des herbes inconnues. Chaque récipient est méticuleusement étiqueté avec des symboles étranges et ce qui semble être des dates. Le major Bertrand ordonna à son équipe d'étendre la recherche aux autres structures de la propriété. Derrière la maison principale, à environ 300 mètres dans la forêt, ils trouvèrent un grand hangar de bois au toit de zinc. La porte était verrouillée avec une chaîne et un cadenas. Quand ils réussirent à forcer l'entrée, ce qu'ils virent fut décrit de manière incomplète dans le rapport officiel, avec plusieurs lacunes et mots rayés. Les passages lisibles mentionnent des instruments de nature troublante, une table centrale avec des canaux gravés sur les bords et des crochets pendant du plafond. Le major Bertrand écrivit « Les preuves suggèrent des activités incompatibles avec l'abattage d'animaux conventionnels. La disposition des instruments et la taille de la table centrale indiquent que les objets manipulés ici étaient de dimensions humaines. » Le guide local Bastien Morel, qui accompagna l'expédition, raconterait plus tard, lors d'entretiens au folkloriste Jean-Baptiste Cartier, que l'intérieur du hangar contenait des dessins sur les murs, faits avec une sorte de peinture sombre, montrant 3 cercles interconnectés et des figures humaines dans des positions étranges, comme si elles se fondaient les unes dans les autres. Bastien mentionna aussi un détail qui ne figure dans aucun rapport officiel. Au centre du hangar, il y avait un puits circulaire d'environ 1,50 m de diamètre, scellé avec un couvercle métallique. Quand un des gendarmes tenta de l'ouvrir, le major l'en empêcha, disant que certaines choses devaient rester enterrées. Au fond du hangar, une porte plus petite menait à un compartiment refroidi naturellement par la roche de la montagne, une sorte de chambre partiellement creusée dans la pierre. Le rapport indique que cette pièce était vide, mais présentait des taches noircies sur le sol de pierre et une odeur caractéristique que les gendarmes les plus expérimentés
associèrent immédiatement à la décomposition humaine. Sergent André Moreau, un des gendarmes qui accompagnait le major, révéla plus tard à son confesseur, qui documenta le récit sous condition d'anonymat, que la chambre n'était pas complètement vide. Dans les murs, il y avait des niches creusées dans la roche, chacune contenant un bocal de verre. À l'intérieur de chaque bocal, conservé dans un liquide transparent, il y avait ce qui semblait être un organe humain, yeux, langue et d'autres parties que je préfère ne pas nommer. Le plus troublant était que certains de ces organes semblaient frais, tandis que d'autres étaient à différents stades de conservation, certains clairement anciens, peut-être de plusieurs décennies. La recherche s'étendit sur la propriété et près d'une petite cascade, l'équipe trouva ce qu'ils décrivirent comme un site d'élimination. Une fissure naturelle dans la roche d'environ 20 mètres de profondeur contenait des restes qui furent initialement identifiés comme des os d'animaux de grande taille. Cependant, une inspection plus détaillée révéla la présence d'au moins 4 crânes de conformation indéniablement humaine et divers autres os humains, beaucoup présentant des marques de coupures précises faites avec des instruments tranchants. Bastien Morel ajouta un détail dans son témoignage ultérieur. Les os n'étaient pas simplement jetés dans la fissure, ils étaient organisés en motifs, formant des symboles complexes. Quelques os longs avaient été entrelacés de façon à rappeler une tresse, et de petites sculptures faites d'os plus petits étaient disposées en cercles concentriques au fond de la fissure. C'était comme si quelqu'un avait créé une œuvre d'art macabre avec les restes humains. Le major Bertrand envoya un messager à Chambertin demandant des renforts et de l'équipement pour une enquête plus détaillée. Mais avant que l'aide n'arrive, une tempête violente s'abattit sur la région. L'équipe fut forcée de s'abriter dans la maison principale des Valtorne pendant la nuit. Selon le récit de gendarme Pierre Dubois, un des officiers qui accompagnait le major, ce fut durant cette nuit que les événements prirent un tournant encore plus troublant. Dans son témoignage préservé dans les archives judiciaires, Pierre affirma « Vers minuit, nous entendîmes des bruits venant de l'extérieur de la maison. Ce n'étaient pas seulement les sons de la tempête, il y avait des pas et ce qui semblait être des voix, chuchotant dans une langue que nous ne pouvions reconnaître. Le major ordonna d'éteindre toutes les lumières et de rester silencieux. Le témoignage continue. Quelque temps après, la porte arrière fut ouverte avec précaution. Personne n'avait forcé la serrure. C'était comme si celui qui entrait avait la clé. Nous entendîmes des pas dans la cuisine, puis dans le couloir. C'étaient des pas lourds, traînants. Le major nous fit signe de nous préparer. Quand les silhouettes apparurent dans le salon où nous nous cachions, il ordonna d'allumer les lanternes. Ce qu'ils virent à ce moment fut décrit de manière fragmentée et confuse par les survivants. Pierre Dubois affirma que c'étaient 3 silhouettes vêtues d'habits sombres, trempées par la pluie. À première vue, elles ressemblaient aux frères Valtorne, mais il y avait quelque chose de profondément erroné chez eux. Leurs proportions étaient altérées, les bras trop longs, touchant presque le sol. Les visages avaient une coloration grisâtre et les yeux ne semblaient pas humains. L'autre survivant, gendarme Antoine Mercier, dans son témoignage, offrit une description légèrement différente, mais également troublante. Je ne peux dire avec certitude s'il s'agissait de 3 personnes différentes ou de la même personne vue sous 3 angles différents. Leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés, comme des marionnettes contrôlées par le même manipulateur. Quand l'un tournait la tête, les autres faisaient exactement le même mouvement au même instant. Quand ils parlaient, si ces sons peuvent être appelés paroles, leur bouche bougeait à l'unisson. La confrontation qui suivit fut chaotique. Selon les récits, les gendarmes tirèrent contre les silhouettes qui démontrèrent une résistance inhabituelle. Le major Bertrand et 3 de ses hommes furent attaqués et traînés hors de la maison. Pierre Dubois et l'autre gendarme survivant, Antoine Mercier,
réussirent à s'échapper par l'arrière et à se cacher dans la forêt pendant le reste de la nuit. Pierre ajouta un détail qui fut par la suite supprimé des archives officielles. Quand nous touchâmes un des intrus d'une balle dans la poitrine, il vacilla un moment. Mais alors les trois s'arrêtèrent simultanément. Ils inclinèrent leur tête comme s'ils se consultaient mutuellement en silence. Puis le blessé se redressa et le sang qui coulait de sa blessure commença à retourner dans le corps. C'était comme si le temps reculait pour eux. Le trou dans la chemise resta, mais la blessure semblait se refermer sous nos yeux. Quand l'aube arriva et que les renforts atteignirent finalement la propriété,